cas d'étude. Donc, on ne sait plus quoi faire. Mais si on mène, par exemple, un entretien avec une commission de recrutement, il est possible de distinguer deux candidats qui apparemment ont des valeurs égales sur le plan intellectuel. Leur motivation à enseigner, etc. On peut trouver des critères pour savoir que c'est celui-là qu'on va prendre et pas celui-ci. Mais deuxièmement, je voudrais aussi dire que ce principe, je le rappelle un peu à la fin du livre, là. Dans une société inégalitaire, si vous appliquez les mêmes règles à tout le monde, vous maintenez les inégalités. C'est clair. Dans une société qui est inégalitaire, si vous appliquez les mêmes règles à tout le monde, vous maintenez les inégalités. Est-ce que finalement vous ne rejoignez pas le Boursom non? Il y en a qui parlent de déséquilibre à cet instant. Dans une certaine mesure, oui, bien sûr. Mais j'introduis la nuance qui est que d'abord le critère évoqué par l'archevêque ne marche pas. Il faudrait trouver moyen de discriminer les gens qui apparemment ont les mêmes valeurs intellectuelles, les mêmes capacités intellectuelles. Parce qu'il y a d'autres critères. Quand on veut recruter un enseignant, il ne suffit pas qu'il présente le diplôme qu'il a eu à la faculté. On doit voir aussi, il veut enseigner, pourquoi il veut enseigner, quelles sont ses motivations, etc., etc., etc. Voilà. Mais donc, il y a moyen de discriminer. Je crois que Monseigneur travaille sur les principes. Mais même, même du point de vue du principe, ça pose un problème. C'est d'éviter un déséquilibre de quelque nature qu'il soit. Oui. Bon, là, c'est un déséquilibre d'ordre sociologique. Bon, il a de même si on trouve que beaucoup d'argent va dans le carburant, il faut aussi attirer l'attention. Attention, j'ai constaté que dans les dépenses, vous privilégiez le carburant. Bon, donc, pour moi, mais Hubert, tu es bien placé pour savoir, il existe des collèges que je ne nommerai pas, catholiques, n'est-ce pas? Pas forcément à Yaoundé, où il y a tout de même une masse d'enseignants provenant d'une ou deux régions bien précises. C'est pas bien. Largement majoritaire. Dans le principe. Oui. C'est à revoir. Ça existe, ça. Les gens le savent, mais c'est toujours pareil, on ne veut jamais en parler. Et le gros problème du tribalisme, c'est que, en fait, les tribalistes ne veulent pas qu'on parle du tribalisme ouvertement. Mais moi, ce qui me gêne dans la démarche que vous préconisez, professeur Mkokopizo, et également dans celle du professeur Mondiana, c'est que vous semblez suggérer qu'il faille délibérément éliminer certains candidats, pourtant méritants, sous prétexte non, c'est le contraire que j'ai dit. C'est le contraire que j'ai dit. Imaginons que Monon Diana et moi soient candidats pour enseigner à l'université Vox Africa. Oui. Vous êtes chargé du recrutement. Oui. Je dis simplement qu'il ne faut pas vous contenter de soi-disant les capacités intellectuelles qu'on exposera. Vous devez trouver des critères objectifs. Je dis bien objectifs. C'est-à-dire que mon Diana peut être plus motivé que moi pour enseigner. Il peut être plus motivé que moi pour faire de la recherche. Il peut être plus motivé que moi, etc., etc. Vous pouvez même l'interroger sur le tribalisme, justement. Est-ce qu'il va mettre des notes ethniquement ciblées? Est-ce qu'il va faire du harcèlement sur les jeunes filles? Vous pouvez très bien donc trouver des critères pour discriminer les gens et qui ne sont pas d'origine ethnique ni de Monon Diana ni de Mokoko. Et le professeur Monon Diana lui suggère effectivement que quand on a déjà recruté 3 enseignants d'une même région, il faudrait peut-être penser à en recruter un quatrième d'une autre région. Cet exemple, c'est différent parce que nous sommes en train de gérer les contradictions. Oui. Dans un pays, il y a toujours des contradictions qu'il faut dépasser. Il faut les dépasser par une certaine science, n'est-ce pas? Donc cette science-là, c'est la science de l'équilibre. Vous ne pouvez pas viser l'idéal, parce que l'idéal doit être visé, absolument, au risque de produire des explosions sociales. Voilà où l'idéal purement intellectuel peut entraîner des conséquences sociales. Alors, le gestionnaire intelligent, il dit, c'est bien l'idéal, mais si ça doit m'apporter des explosions, je vais d'abord peut-être décaler l'idéal et maintenir la tranquillité et la paix sociale. Je prends un exemple concret, professeur Mounondiana, pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. Vous êtes chargé d'un concours, vous avez 100 candidats et vous avez 10 places à pourvoir. Vous déterminez la moyenne d'admission, je dis n'importe quoi, à 15 de moyenne. Et les 10 premières personnes qui ont 15 de moyenne sont originaires, je dis n'importe quoi, de mon petit village, Longas, dans la Sanaga maritime. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la mort dans l'âme, je privilégie la paix sociale. Parce que, quoi que vous fassiez, quelques raisons que vous puissiez évoquer, on va vous incriminer. Et il y aura un mécontentement. Vous savez, dans ce pays, bon, chaque région va avoir, disons, un dignitaire. Et s'il n'y a pas de dignitaire dans cette région, vous allez entendre des récriminations. Alors, et dans ces conditions, qu'est-ce que vous faites? Donc, dans ces conditions-là, les 10 qui sont admis les premiers, vous
Non, Ah non, non, alors, non, non, si- moi, si- en ce moment-là, si la situation est telle qu'il y a explosion, un risque d'explosion, j'évite Comment vous le d'abord... percevez à ce moment? Comment vous percevez à ce moment qu'il y a risque d'explosion? Ben, nous avons les observateurs. Un pays qui se respecte doit avoir de la prospective avec des observatoires des faits sociaux. Il y a des observatoires de faits sociaux dans tous les grands pays. Alors, je suis gêné par ce que dit Hubert là, quand il dit chaque région veut avoir un dignitaire. Parce que ça exprime ce que je vous disais depuis le début. C'est-à-dire que... C'est humain. Quelqu'un, Monondiana, qui est Betty, j'imagine, n'est-ce pas, ne peut pas défendre la région du Mungo, d'où je sors, correctement. C'est ça que ça signifie. Si chaque région veut avoir un dignitaire, c'est parce qu'elle considère que quelqu'un qui n'est pas de chez elle ne peut pas la défendre correctement. C'est le fonctionnement clientéliste des clans de la bourgeoisie dont j'ai parlé. Et actuellement, vous savez ce qui nous embête dans le pays là, ce qu'on appelle le problème Bamileke, c'est que le clan Bamileke de la bourgeoisie est plus performant et plus, je dirais, est en avance sur les autres clans. C'est ça qui pose problème. C'est pour ça qu'il y a un problème. Ce n'était pas la bourgeoisie, je ne dis pas le problème dans le pays, mais ça devient par la force des choses un problème du pays, puisque ça nous concerne tous. Mais c'est parce que dans la lutte économique, sociale, etc., au sens capitaliste du terme, le clan bourgeois de Bamileke est en avance sur les autres. Alors les autres se fâchent. C'est tout. C'est ça le fond du problème. Alors si on ne met pas fin à ce fonctionnement clientéliste et clanique, on ne sortira pas de l'impasse. Bon, il y a même au-delà de ça. Au-delà de ça, la réalité montre que nous avons 250 tribus. Mais en fait, nous n'avons que 2 tribus dans ce pays. On n'a que 2 tribus. La tribu de ceux qui ont, quelle que soit la manière dont ils accèdent à l'avoir, et la tribu de ceux qui n'ont pas. Voilà les 2 tribus qui doivent discuter, à vrai dire. Le reste là, c'est des différences. Chaque société doit admettre ces différences. C'est pour ça qu'il y a le concept de vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on n'est pas différent. Vivre ensemble suppose donc qu'il y ait des différences et qu'on les accepte comme réalité. Accepter les différences, professeur Monondiana, voudrait-il dire que, je prends un exemple, on a l'habitude de voir au Cameroun et dans plusieurs autres pays d'Afrique, à chaque remaniement ministériel, les ressortissants d'une localité dont un des membres, un des fils a été porté à une charge gouvernementale, écrivent une motion de soutien au président de la République pour lui adresser les remerciements les plus sincères. Monsieur, cette plaisanterie, vous n'y croyez pas? Que j'y crois ou pas, ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la différence que vous proposez, professeur Monondiana? Non, le peuple est... Non. Je ne pense pas qu'on puisse accorder de l'importance aux motions de cette nature, en tout cas. Et pour moi... Ça revient à la légitimation de chaque ethnie a besoin d'un dignitaire. Il est normal que des gens éprouvent de la joie quand il y a un succès. Et avoir un baccalauréat, c'est un succès personnel. Avoir un dignitaire nommé, c'est un succès pour ce bonhomme et pour sa famille. C'est pour ça que les gens dansent toute une semaine. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller danser quand il y a un mariage, quand il y a une nomination. Ils sont contents. Non, mais quand l'expression de la joie fils est reçu au baccalauréat, c'est un succès. C'est un succès. Quand on nomme quelqu'un de la tribu ministre, je une ne vois pas très bien où est le tribu. Une reconnaissance de quoi? De la tribu ou de l'individu? Une reconnaissance des mérites. De l'individu, pas de la tribu. Des mérites de l'individu. Voilà. Et maintenant, on fait danser toute la tribu. Oui, parce que voilà le problème. Et c'est là qu'il y a le fond. Si vous voulez qu'on aille plus loin, allons-y franchement plus loin. Je veux. Vous savez que dans la tribu, ce n'est pas n'importe qui comprend, parce qu'il appartient à la tribu. Oui. On va encore introduire un critère d'appartenance dans des sectes ésotériques. Ah. Vous savez, voilà un autre critère de du coup, le critère tribal devient secondaire. On nomme quelqu'un parce qu'il est de la Rose-Croix ou de la Grande Loge. Pour moi, c'est essentiel. C'est le critère le plus essentiel. Ça va peut-être l'objet d'un autre débat. Restons sur l'aspect strictement oui, c'est la multiplication de tribus. C'est la multiplication des tribus artificielles. La tribu est utilisée, elle est instrumentalisée. Je voulais juste relever un fait, professeur Monondiana. Quand on nomme, je prends un exemple, quand on nomme un Betty ministre de, je dis n'importe quoi, de l'Éducation nationale, on va trier pour voir le Betty qui répond aux critères. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui se passe, c'est qu'après que le peuple... Donc il y a déjà une injustice là. J'en sais rien. Oui, si un tribal. Parce qu'on voulait choisir celui qui n'a peut-être pas le mérite, mais qui a des appartenances. Ce qui signifie que la tribu est simplement utilisée là-dedans. Et ça, c'est ce qu'on fait tout pour que le peuple ne comprenne pas ça. Qu'on est en train de l'utiliser
n'est-ce pas? Soi-disant, on nous a nommé aussi un des nôtres. Oui, et finalement, certains là. vont jusqu'à dire, oui, même s'ils ne nous donnent rien, qu'il soit là-bas et qu'il soit un des nôtres. Donc on joue là-dessus. Alors qu'en réalité, on a voulu régler des les problèmes. satisfaction illusoire. Finalement, Puisqu'en fait, on ne mange pas chez ce ministre, hein. On ne mange pas chez lui. Exactement. Les gens qui ont applaudi ne vont pas manger chez lui chaque jour. Donc finalement, on arrive à une situation où le critère tribal, ou alors le tribalisme, entre guillemets, n'a plus sa raison d'être. Il n'y a pas de raison d'être dans le Cameroun tel qu'il est. Dans le Cameroun d'aujourd'hui, il n'a pas de raison d'être. Professeur Monondiana. Non, j'apprécie beaucoup l'intervention de Pokam tout à l'heure, parce que nous devons aller vers la nation, quoi qu'on dise. C'est comme une évolution génétique. Toutes les grandes sociétés sont parties des tribus, ont dépassé les tribus dans une certaine unification, soit monarchique, soit je ne sais pas laquelle. Eh bien, elles sont arrivées au dépassement des tribus et à la constitution d'une unité nationale. Je pense que nous sommes en train d'y aller. Mais qu'on ne nous oblige pas à suivre le rythme accéléré que veut nous apporter la communauté internationale. C'est trop accéléré. Parce que nous avons quand même des traditions de pouvoir. Nous avons des traditions de pouvoir dans notre anthropologie. Le chef durait au pouvoir. Et ailleurs, les gens de la communauté internationale qui nous parlent aujourd'hui ont connu de longues monarchies. C'est pendant les longues monarchies qu'on a bâti le socle, les cathédrales. Le problème, c'est qu'on est dans un village mondialisé, planétaire. Et les châteaux. N'est-ce pas? Et que là, ça va à la vitesse de la mondialisation. Bon. Ils ont pris le temps de bâtir le socle avec des pouvoirs forts. Oui, oui. Après ça, ils se sont mis à jouer au pluralisme. On vient brusquement nous demander, nous n'avons pas encore su dépasser nos divisions actuelles, qui sont nos réalités. On nous demande aussi de faire des alternances accélérées comme tout le monde. Attention, c'est là qu'il y a faute, c'est là où nous avons raison. Mais... César, quand César arrive en Gaule, oui. Et tous les Gaulois avaient des tribus. Qu'est-ce qu'il fait? Il accentue les divisions. Oui, Il divise pour mieux régner. Pour mieux régner. Bon. Des Césars sont arrivés en Afrique. Ils ont trouvé des tribus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Césars-là? Ils ont divisé pour mieux régner. Bon, nous sommes là avec nos tribus qui sont des réalités naturelles. On vient placarder un démocratisme artificiel qui va épouser les contours des tribus. Et ça, ils ont des observatoires anthropologiques là-bas. Ils savent que les démocraties qu'on impose en Afrique vont prendre le contour des tribus et ça va les retarder. Mais là, tu sembles partager l'avis de Chirac. Non. Qui dit, si, en 90, il disait que... Il a essentialisé... Ils ont essentialisé là-bas parce que chaque tribu va avoir besoin de son parti. Il a essentialisé son observation. À savoir que l'incapacité est dans le sang, est dans l'être même du noir. Ce n'est pas ça. Moi, je suis en train d'historiciser. À savoir qu'il y a un moment où la tribu cesse d'exister. J'avais fait un papier autrefois qui s'appelle « L'état nécessaire, la tribu temporaire ». Il nous reste une minute. Allez-y. Allez-y, Oui, pour moi, la tribu est une réalité temporaire. Ce que nous devons faire, c'est de mettre toutes nos ressources sociologiques, anthropologiques, managériales en œuvre pour manœuvrer, pour guider la société qui est multitribale. Il faut le savoir. Jouer sur la multitribalité harmonieusement pour conduire vers l'unification nationale. Pour ça, encore plus en 30 secondes. Non, oui, mon opinion, c'est que la voie pour sortir de l'impasse dans laquelle on nous conduit là, c'est la démocratisation véritable, une vraie. C'est-à-dire que vous... Accélérer ou ralentir comme le gouvernement. Quelle que soit la vitesse, de toute manière, les sociétés en général, elles fonctionnent sur la vitesse qu'elles sécrètent elles-mêmes. Si tu veux l'amener trop vite, trop loin, ça se bloque. Si tu veux retarder, ça se bloque. Et actuellement, on est plutôt en train de retarder, pas d'aller trop vite. Vous avez l'impression que ça se bloque aussi? Mais oui, c'est bloqué. Mais le Cameroun est bloqué. Tout le monde sait que le Cameroun est bloqué. À presque tous les niveaux. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Avec la voilà. Corée. Bon. En 1950, la Corée était comme nous. Hein. Mais justement... Et ils ont été rasés par la guerre. Il n'y avait pas un endroit où un oiseau pouvait se poser. Alors, nous n'avons pas été rasés. Comparons-nous maintenant. Nous, on a été relativement rasés par la guerre aussi, la guerre coloniale, la guerre qui a eu lieu ici. Donc je disais que le problème que nous avons à résoudre, on ne peut le résoudre que par une démocratisation véritable, de telle manière que les gens se regroupent, non pas par leur origine ethnique, mais par les idées qu'ils défendent. Et ces idées, doivent être des idées sociales, des idées, tout ce que vous voulez, de philosophie, etc. Il faut que vous et moi, qui ne sommes pas de la même origine ethnique, on puisse dire, nous sommes pour le Cameroun
où la majorité des gens, les paysans, les jeunes, les Benskin, les ceci, les cela, les Bayam Selam, tous ces gens-là, nous luttons pour eux. Et ceux qui sont pour les femmes, etc., voilà, ils font ceci. Si on ne va pas dans cette direction, des idéologies minimales au moins. Si on bloque la démocratisation, et actuellement le processus de démocratisation est bloqué, il est bloqué. Si on le bloque, nous n'allons pas sortir de là. Alors je termine en disant, nous avons utilisé un peu le mot tribu, là, un peu, bon, tout le temps. Moi, ce terme, je le conteste fortement. Parce qu'il y a encore 10 ans ou 20 ans, le petit Larousse disait qu'une tribu, c'est un ensemble de familles sous l'autorité d'un même chef. Mais aujourd'hui, dans ce sens-là, il n'y a aucune tribu au Cameroun. Mais aujourd'hui, on revient. Il n'y en a aucune. Il n'y a pas de tribu. Donc, il faut prendre un autre terme. Et je dis que ce qu'on appelle tribalisme, très souvent, en fait, c'est la forme spécifique que revêt en Afrique noire ce qu'on appelait ailleurs le problème des nationalités. C'est ça. Ça, c'est une des idées essentielles que je soutiens dans ce livre. La postmodernité revient déjà sur la réalité tribale. C'est-à-dire qu'il faut même créer des petites tribus pour résoudre le problème de l'universalisme. Et ils ont trouvé le refuge dans la création des tribus, c'est-à-dire le local, les réalités locales par rapport au global. Donc, à nous de savoir utiliser nos réalités locales pour construire de vrais consensus. Mais pour ça, il faut un système absolument démocratique. Voilà. Où les gens n'ont pas peur de réfléchir. Les gens ne veulent pas réfléchir. Vous prenez les gens n'importe où, ils ne veulent pas réfléchir. Merci. Quand les profs d'université ne défendent pas leurs étudiants qu'on est en train de mettre en prison, c'est quoi? Pourquoi? Ils ont peur pour leur carrière. Merci messieurs, merci infiniment. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir tous les trois sur ce plateau. Merci professeur Mounou Diana d'être venu une nouvelle fois dans Recto Verso et merci de répondre toujours promptement à nos invitations. Merci également au professeur Sindium Pokam qui était là avant vous. Professeur Mkoko Pluto, merci d'être venu de Douala spécialement pour échanger avec nous sur ce thème. Ça a été un plaisir de vous avoir. On espère que vous répondez toujours aussi promptement à nos prochaines invitations. J'espère que vous organisez un peu plus de conférences où vous m'inviterez. On va s'y mettre très rapidement. Nous disons un merci particulier à Jean-Baptiste Ketchatin qui a servi d'entremetteur pour la réalisation de ce programme et cette émission est spécialement dédiée à notre confrère Stéphane Tchakam qui nous a quittés lundi dernier. C'était un brillant collègue qui s'en est allé. La presse camerounaise le pleurera pendant de très longues années encore. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Merci, on se retrouvera dimanche prochain avec un nouvel invité et deux nouveaux confrères. D'ici à là, portez-vous bien et merci de rester en compagnie des programmes de Voice Africa. Bonne soirée à tous.